Bonjour Guy Mettan. Bonjour. Alors, comment se passe le confinement en Suisse? Vous êtes à Genève. Écoutez, il se passe pas trop mal dans le sens que le Conseil fédéral a relativement bien réagi. Je dois le dire parce que j'étais très critique avec la manière dont tout ça se commençait. Mais je dois dire que le Conseil fédéral, notre gouvernement a bien réagi dans la mesure où il n'a pas été, disons, un fanatique du confinement, en ce sens qu'il a laissé une certaine liberté aux gens pour faire du sport, pour sortir dans la rue, à condition naturellement de se protéger, d'accéder naturellement au magasin. Donc on s'est senti, je dirais que c'est un sentiment général qui est partagé par une majorité de la population suisse, la population s'est sentie à la fois assez bien protégée, sans tomber dans certains excès, effectivement, tels qu'on a pu le constater par exemple en France. Par exemple, la police verbalisait extrêmement sévèrement les gens qui sortaient, où il fallait une autorisation écrite pour sortir. Ce n'est pas notre cas en Suisse. Et puis d'autre part, on a aussi commencé à procéder au déconfinement, puisque la semaine dernière, le Conseil fédéral a annoncé les premières mesures de déconfinement, ce qui a aussi soulagé notamment les entreprises et une partie de la population qui commençait à être fatiguée de devoir rester chez elle. Mais est-ce, Donc je dirais que c'était une méthode très suisse, très pragmatique, et donc de ce point de vue-là, assez satisfaisante. mais est-ce que vous aviez suffisamment de moyens techniques? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens techniques pour éviter un confinement trop sévère et pour en sortir comme vous le faites maintenant? C'est-à-dire les masques et les tests qui ont manqué tragiquement ici en France. Absolument. Non, non, alors, la Suisse, du point de vue sanitaire, n'était pas mieux préparée que le reste des pays européens, puisqu'il manque de masques, il manque de respirateurs. Enfin, il manquait au départ de respirateurs, il manque aussi du curare pour la réanimation des personnes qui sont en animation, qui sont intubées. Mais je dirais qu'à part donc le Conseil fédéral et les autorités, entre guillemets, ont un peu menti sur la nécessité des masques, comme l'ont fait la plupart des pays européens. On nous a dit non, non, il n'y a pas besoin de masques, alors qu'en réalité, on sait que les masques protègent. Bien sûr. Et comme il n'y avait pas assez de masques, on nous a un petit peu entourloupé, si vous permettez l'expression à ce propos. En revanche, le système sanitaire n'a pas été débordé. Les hôpitaux ont pu faire face, il y a eu assez de respirateurs et on a même pu accueillir une vingtaine de patients français qui sont actuellement traités dans nos hôpitaux. Donc, si vous voulez, la réaction suisse a été entre la réaction allemande et la réaction française. Ce qui veut dire que vous avez peu de contamination si vous avez reçu des Alors, cas graves en provenance de les France. contaminations dans les pays, dans les cantons francophones, dans les cantons latins, c'est-à-dire le Tessin et la Suisse romande, ont été plus fortes qu'ailleurs parce que simplement, du fait même de la proximité avec l'Italie, le Tessin d'abord et les cantons romans francophones ont été touchés en premier. Et quand il y a eu la réaction du Conseil fédéral qui a produit les mesures de confinement, nos cantons étaient déjà en avance, on peut dire, sur l'épidémie. Donc la réaction est venue un petit peu tardivement, ce qui explique, au fond, un relativement haut taux de morbidité et un taux relatif de mortalité aussi passablement élevé. Mais le phénomène a pu être contenu. Très bien. Donc venons-en aux conséquences de cette crise sanitaire internationale. Guy Mettan, je rappelle que vous êtes journaliste suisse, économiste et que vous avez même siégé dans différentes institutions en Suisse. L'année dernière, vous avez publié un ouvrage aux éditions des Syrtes à partir duquel nous avions glosé sur le titre au début de l'entretien que nous avions eu il y a tout juste un an, Le continent perdu. J'aimerais m'arrêter maintenant sur le sous-titre de votre ouvrage, Plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine. Vous pointiez en effet dans votre ouvrage le déficit démocratique des institutions européennes actuelles et vous plaidiez pour une évolution de ces institutions dans le sens d'une participation des peuples européens au fonctionnement de l'Union européenne sur le modèle suisse pour aboutir à une Europe fédérale mais décentralisée, ce qui lui permettrait de s'affirmer comme
puissance souveraine mais non alignée, capable d'intervenir dans l'affrontement des puissances impériales que sont principalement les USA et la Chine. Page 208 de votre ouvrage, vous écriviez « Ni les uns, c'est-à-dire les européistes, ni les autres, c'est-à-dire les souverainistes, ne souhaitent une Europe forte. Les européistes, si je vous ai bien compris, parce qu'ils veulent le gouvernement d'une élite technocratique mondialisée sans les peuples, les souverainistes parce qu'ils veulent une Europe qui ne soit que l'addition de nations souveraines, donc une Europe qui ne le soit pas. » Et vous poursuiviez, je cite, « Il y a donc fort à parier qu'à moins d'une crise internationale de grande ampleur, la volonté manque pour franchir le saut qualitatif vers un État européen. Ce moment n'est-il pas venu avec la crise internationale que nous traversons ?» Guy Mettan. Écoutez, merci d'abord pour le parce que c'était bien résumé. Effectivement, c'est exactement la synthèse de ce livre en quelques phrases que vous avez donné là. Effectivement, pour moi, le problème de l'Europe, problème numéro un, comme vous l'avez dit, c'est l'absence au fond de participation démocratique des peuples à l'exercice au fond du pouvoir européen. La seule institution démocratique actuellement est le Parlement européen, mais qui lui n'a pas de fonction parlementaire puisqu'il n'a pas le droit de faire les lois, ce qui est normalement la fonction de tout pouvoir législatif dans toute démocratie qui se respecte. Mais toutes les autres institutions, elles sont nommées, elles sont élues, choisies des pairs par cooptation, mais elles ne sont pas élues par les peuples. Ça, c'est un gros problème. Et effectivement, là aussi, on est face à deux fronts. Un front que j'appellerais libéral, néolibéral, qui, lui, n'a aucun intérêt à changer le cours actuel, parce qu'au fond, il peut diriger comme il veut, de façon technocratique, et justement en se passant de la vie des peuples. C'est le cas de toutes les directives européennes qui sont avalisées par ce Parlement, ce demi-Parlement, mais c'est tout, sans aucune initiative et sans possibilité aussi vraiment de les changer par droit de démocratie directe, droit de référendum ou droit d'initiative législative. Puis de l'autre côté, en face, le front national souverainiste qui lui s'oppose à toute instance supranationale, fût-elle souveraine et démocratique. Alors, est-ce que la crise du coronavirus peut y aider? Elle peut, elle pourrait, si on en tire vraiment les conséquences et si on se saisit de cette occasion pour changer au fond, en profondeur, les institutions européennes. Je suis relativement pessimiste sur cette faculté. Alors bon, on voit d'abord que l'Union européenne a été complètement larguée face à la crise. Dans un premier temps, qu'elle a réagi avec retard. Elle a réagi, puisque finalement, avec l'aide des ministres, il y a une dizaine de jours, on a pu mettre sur pied un plan de relance économique. OK. Mais elle a surtout fait la preuve de son incapacité à agir au-delà du domaine économique, puisque la santé n'était pas de sa compétence. On peut espérer qu'elle le devienne. Je pense que ça, ce sera un des effets positifs de cette crise. Désormais, l'Europe sera, disons, sollicitée, où on fera les changements qu'il faut pour intégrer la gestion des épidémies à l'échelle européenne. Je pense que ça va venir. Mais ça n'est pas encore un changement en profondeur, ce n'est pas le changement que personnellement je revendiquerai pour l'Europe. Quel changement verriez-vous? Pour un changement institutionnel en profondeur qui permette justement au peuple d'avoir leur mot à dire, c'est-à-dire de créer des institutions qui permettraient une réelle participation. C'est la revendication, par exemple, des Gilets jaunes avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne que nous connaissons en Suisse sous la forme de référendum législatif, qui serait le droit pour X centaines de milliers de citoyens ou X millions de citoyens, disons 1 million, puisque grosso modo 450 millions d'Européens aujourd'hui avec le départ de la Grande-Bretagne, eh bien disons 1 million de citoyens pourraient à ce moment-là avoir le droit de proposer une loi, une initiative législative, par le biais de l'initiative législative. Mais ça n'est pas le cas. Et à mon avis, l'Europe, les instances européennes ne vont pas procéder à ce changement que personnellement j'appelle de mes voeux. Un autre changement possible, ce serait
de rendre le Parlement européen capable de faire des lois, lui donner le plein pouvoir législatif, je dis ce qui est la vocation de tout Parlement. Donc je suis assez pessimiste parce que les élites restant les mêmes, les personnes restant les mêmes, elles ne vont probablement pas prendre l'initiative ou saisir cette occasion, cette opportunité de prendre une initiative qui permettrait de changer substantiellement le fonctionnement de l'Union. Donc on verra, je le souhaite, mais j'avoue que j'ai des doutes. D'autre part, Guy Mettan, la crise sanitaire avec l'arrêt temporaire de l'économie et une reprise qui sera lente entraîne une crise économique sans précédent. Édouard Philippe a annoncé hier que la récession que va connaître la France avec une baisse de 8% du PIB en 2020 serait la plus forte récession depuis 1945. Les 7 et 8 avril, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les ministres de l'économie de l'Union européenne sont parvenus à un accord à minima sur des mesures de soutien, essentiellement des lignes de crédit en provenance du MES, le Mécanisme européen de stabilité, et de la BEI, la Banque européenne d'investissement, à hauteur de 500 milliards, ce qui est largement insuffisant vu les besoins chiffrés à environ 1000 milliards. Compte non tenu du fait que les crédits du MES sont soumis à des conditionnalités, sauf pour les dépenses de santé, ce qui fait qu'ils ne seront pas utilisés, les pays ne voulant éviter le sort de la Grèce il y a quelques années de cela. D'autre part, la Commission européenne a décidé d'autoriser le dépassement des déficits budgétaires de 3% et d'endettement de 60%, ce qui fait que nous ne sommes plus provisoirement dans l'Europe de Maastricht, mais un provisoire qui risque de durer. Enfin, les décisions économiques pour faire face à la crise se font au niveau des États et pas au niveau de la Commission. La situation actuelle, Guy Mettan, ne favorise-t-elle pas les orientations souverainistes ? Oui, je dis, effectivement, il y a certains arguments qui militent dans ce sens, effectivement, comme le dépassement du critère des 3%, l'effort fait par l'Allemagne qui a toujours été arc-bouté sur le principe d'austérité avec la Hollande et les pays nordiques. Donc on connaît maintenant, effectivement, à la faveur de cette crise du coronavirus, certains écarts par rapport à ce qui a été la norme, jusqu'ici en tout cas la norme économique. Mais à mon avis, c'est juste des écarts. Dès qu'on pourra revenir dans la règle, dès qu'on va, ce que j'espère aussi pour tout le monde, on sortira de cette crise, y compris sur le plan économique, ces pays-là vont tenter de revenir à business as usual, c'est-à-dire aux formes austéritaires qu'on a connues jusqu'ici. Il y a quelques ouvertures qui ont été faites. Effectivement, le président Macron notamment a proposé cette mutualisation, donc la dette par les Corona Bonds. Ça, ce serait déjà un saut qualitatif supérieur parce qu'on passerait à un niveau, disons, un partage, une solidarité qui serait déjà à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui a été fait jusqu'ici, comme vous l'avez dit, avec ce prêt de 500 millions qui n'en est pas tout à fait. Milliards. Absolument. Donc là, on voit que c'est des emplâtres sur une jambe de bois. Mais il y a encore loin entre ce qu'on a proposé effectivement il y a une dizaine de jours et de passer à cette mutualisation qui avait déjà été évoquée lors de la crise grecque en 2015, qui est évoquée à nouveau de nos jours, qui a apparemment le soutien de l'Espagne, de l'Italie et de la France, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres et il n'y a toujours pas de majorité dans ce sens. Le jour où ça se fera, on pourra parler d'une vraie percée, mais à mon avis, on n'y est pas encore. Parce que les Allemands, les Hollandais, les Scandinaves, les Autrichiens vont s'y opposer de toutes leurs forces. Parce que là, ça produirait une vraie rupture. Et à la faveur de cette rupture, on pourrait peut-être envisager, comme je le souhaite, des réformes substantielles au niveau institutionnel et pas seulement au niveau des solutions économiques à une crise. En effet, à la réunion des 7 et 8 avril, l'Allemagne s'est opposée à cette proposition française de mutualisation des dettes par les Corona Bonds. Je crains que le successeur ne soit pas
beaucoup plus ouvert qu'elle sur ce plan. Et c'est pas nouveau. L'Allemagne s'oppose depuis le début, pourrait-on dire, à la mutualisation des dettes. C'est la pomme de discorde récurrente de la construction européenne. D'autre part, Merkel, donc, qui n'est pas encore partie, a décidé un plan qualifié de colossal. Là où la France va mettre 100 milliards pour soutenir son économie, l'Allemagne, qui est très peu endettée, va mettre 1100 milliards. Et là où la France va mettre 20 milliards pour recapitaliser ses entreprises et nationaliser Air France, l'Allemagne va débloquer 100 milliards pour ses entreprises et nationaliser la Lufthansa. Par ailleurs, l'Allemagne a bénéficié d'une industrie maintenue sur son sol et d'un système sanitaire performant pour lutter dans de meilleures conditions contre le coronavirus, et elle vient de déclencher encore 10 milliards pour ses hôpitaux. La crise actuelle, Guy Mettan, ne va-t-elle pas confirmer le règne de l'Allemagne sur l'Europe? Oui, c'est une. Je vous en prie. Oui, je vous écoute, oui. Mais non, c'est une des conséquences, à mon avis, négatives que va avoir cette crise, c'est-à-dire que cette hégémonie allemande qu'on constate sur l'Europe depuis maintenant 3 décennies, en tout cas, va encore s'accentuer. Un des gros problèmes de l'Europe, c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est les déséquilibres géopolitiques. Et des déséquilibres géopolitiques, par exemple, en excluant la Russie, qui est un pays européen, en l'excluant de l'Europe, alors que c'est un pays européen, puis en faisant des alliances militaires avec les États-Unis, qui ne sont pas un pays européen, ou avec le Canada et d'autres membres de l'OTAN. Donc on a des déséquilibres, on a cette tutelle américaine et cette exclusion de la Russie, ce qui est complètement paradoxal pour un continent qui se veut européen et qui exclut donc un de ses propres membres, et en plus pas n'importe lequel, puisque c'est un des membres les plus importants, donc toute la civilisation russe et slave, et puis qui en même temps se met sous la tutelle d'un pays qui n'est pas européen, même s'il est allié ou ami, ce qui est très bien au demeurant, mais il n'est pas européen. Puis en même temps, on a ce déséquilibre interne provoqué par cet hyper développement de l'Allemagne, notamment sur le plan économique, et qui au fond pèse sur tout le fonctionnement et le développement du reste du continent. Et avec cette crise, comme vous l'avez très bien remarqué, effectivement, l'Allemagne qui est peu endettée, l'Allemagne qui a sa puissance industrielle, l'Allemagne qui a aussi son système, qui a gardé aussi son système de solidarité interne, notamment sur le plan sanitaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir mobiliser des moyens bien supérieurs à tous les autres pays européens réunis pour se sortir de la crise. Ce qui veut dire que dans 2-3 ans, l'Allemagne ressortira encore plus puissante, encore plus forte, encore plus dominante au niveau de l'Europe, parce qu'elle sortira avant les autres pays de la crise, et qu'en plus, grâce à ça, elle aura pu encore accroître ses parts de marché. Donc le déséquilibre interne de l'Union va encore s'accentuer, et ça, c'est aussi un problème. Tandis que c'est la raison pour laquelle je préconise un État européen, c'est-à-dire qui mutualise non seulement ses dettes, mais ses ressources fiscales, et aussi naturellement le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il le répartit mieux entre ses membres. Ça s'appelle un État fédéral, et c'est ça qui serait une solution à cette crise et à toutes les autres crises qui ne manqueront pas de survenir dans les années qui viennent. Mais j'ai l'impression que la prise de conscience, malgré l'importance de la crise du coronavirus, n'est pas encore suffisante pour qu'on procède à la saut qualitatif. Et les Allemands n'y ont aucun intérêt, puisque pour eux, c'est une manière d'accroître encore leur puissance. Pour terminer, Guy Mettan, je souhaiterais aborder la dimension géopolitique de la crise, que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, en pointant ce déséquilibre continental. La crise sanitaire a révélé les dysfonctionnements de la mondialisation, notamment dans la rupture des fameuses chaînes de valeur, c'est-à-dire les complémentarités de la chaîne de production entre les différents pays et notamment entre l'Asie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde et les pays occidentaux,
obligeant à envisager une relocalisation des productions stratégiques, comme le sont par exemple les médicaments et les masques. Mais pas seulement. L'Asie se relève plus facilement, elle a l'air de se relever plus facilement actuellement que l'Occident de la crise sanitaire et donc de la crise économique. Et certains y voient le signe de l'avènement d'un monde dorénavant dominé par l'Asie. Or, la remise en cause de la mondialisation, dont le dirigeant communiste chinois Xi Jinping se fait le champion, ne compromet-elle pas cet avenir radieux aux yeux des partisans des régimes autoritaires, pour rester sur une qualification modérée? Oui, oui et non. Personnellement, je pense que le rôle de l'Europe, et l'Europe justement du fait de sa composition multiethnique avec mélange de cultures, de civilisations, etc., latine, germanique, anglo-saxonne, etc., Mais européenne. sa vocation, c'est de servir de trait d'union entre grosso modo les États-Unis et l'Asie. Cela dit, la puissance asiatique, elle ne date pas d'aujourd'hui. La montée en puissance de l'Asie, elle s'observe depuis une dizaine d'années. Les Américains l'avaient très bien compris, puisqu'au fond, le shift, comme disent les Américains, le tournant, le focus des États-Unis sur l'Asie avait commencé déjà avec Obama. Ce n'est pas Trump. Trump, lui, il est monté en puissance dans l'agressivité vis-à-vis de la Chine, mais la préoccupation des États-Unis vis-à-vis de la Chine a déjà commencé avec le président Obama. Alors, pour moi, c'est évident que l'Asie a été mieux préparée à cette crise parce qu'elle gère beaucoup mieux les épidémies. Elle connaît, effectivement, elle est victime d'épidémies depuis des millénaires. Elle sait beaucoup mieux, elle y est préparée, l'ensemble des pays d'Asie, pas seulement la Chine. On voit l'Inde, c'est un cas un peu à part. On voit avec la Corée, le Japon, Singapour, Taïwan, etc. Tous ces pays ont bien réagi et s'en sortiront mieux que le reste du monde. La Chine, évidemment, y compris. Personnellement, j'étais assez critique contre les gens qui, en Occident, s'attaquaient à la Chine. Pas pour défendre le régime chinois ou M. Xi Jinping, pas du tout pour ça, mais parce que j'ai l'impression que c'était un moyen de détourner l'attention de leurs responsabilités, de l'impréparation dans laquelle tous nos pays se sont trouvés, comme l'a fait Trump, en accusant le virus chinois et la Chine d'être responsables. C'est pourtant bien un virus chinois, Guy Mettan. C'est pourtant bien un virus chinois et qui est causé par un manque sur le plan des règles sanitaires, notamment avec ce fameux marché aux animaux de Wuhan. Oui, le virus a commencé en Chine, ok, d'accord, personne. Ils ont donc une responsabilité. Oui, mais enfin, il y a eu un virus en 2003 ou en 2001, je ne me rappelle plus lequel, qui a commencé aux États-Unis. La vache folle a commencé en Angleterre, on n'a pas demandé des comptes aux Anglais ni aux Américains. Donc pourquoi il faudrait que les Chinois, maintenant, soient les seuls responsables uniquement parce que ça a commencé en Chine? Parce qu'il y a une récurrence dans les virus en provenance de ce foyer-là. Oui, d'accord, mais ça peut arriver n'importe où, ça peut commencer... Mais ça arrivait là, Guy Mettan. Oui, d'accord, pour cette fois. Mais si on regarde dans l'histoire récente, on voit qu'il y a des épidémies qui ont commencé ailleurs qu'en Chine et on n'a pas fait un procès aux États-Unis et je dis aux Anglais à cause de la vache folle. Donc oui, il y a une responsabilité, on va dire, large, mais il n'y a pas de... Enfin, bref. On peut ergoter là-dessus. Et moi, alors pour moi, c'est aussi une question pratique, une question aussi éthique. Je veux dire, vous savez, quand il y a eu la peste noire en 1347-48, on a accusé les Juifs d'empoisonner nos puits. Alors on peut très bien accuser les Chinois d'empoisonner nos branches, pourquoi pas. Personnellement, je pense que la technique du bouc émissaire n'a aucun intérêt, sinon je dis pour se dédouaner, trouver des responsables. Je pense que là, les deux exemples que vous prenez sont différents. C'est la même chose, là on accuse... Dans un cas, on a affaire à un fantasme, dans un autre, à une réalité. Mais ce n'est pas parce qu'une épidémie démarre là que la personne est forcément responsable. Si vous avez un accident d'avion, peut-être le responsable, ce n'est pas forcément le lieu où c'est arrivé, mais peut-être le lieu de départ, qui est ailleurs. Donc ça, on verra. De toute façon, maintenant, on ne peut rien dire. D'accord. On sait géographiquement
ça a démarré à Wuhan, ok, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce sera le cas, je n'en sais rien. Mais pour moi, la théorie du bouc émissaire, le conspirationniste qui consiste à dire c'est ceci, cela, personnellement, ce n'est pas un débat que je trouve passionnant. C'est un débat qui va servir de façon géopolitique pour accroître la pression sur la Chine. Ok, alors ça fait partie du jeu géopolitique mondial. Les États-Unis, je pense, vont monter en puissance. On voit déjà que les Australiens vont s'attaquer à la Chine. Pour moi, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que simplement, ça va accroître les tensions internationales, ça va limiter les coopérations internationales et ça ne va pas arrêter les épidémies. Il vaut mieux une coopération internationale que de dire voilà le méchant, comme on fait d'habitude. Avant, c'était toujours les Russes qui étaient les méchants. Maintenant, ça devient le Chinois à cause du revenons sur les rails. Revenons sur les rails de ma question, si vous le voulez bien, à savoir les dysfonctionnements de la mondialisation qu'a révélé la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Ne va-t-elle pas modifier le modèle donc, sur lequel nous avons fonctionné jusqu'à présent? Personnellement, je souhaite, ça va le modifier, ça va en tout cas le modifier dans les marges. En ce sens que du point de vue sanitaire, je pense qu'on va rapatrier effectivement quelques industries stratégiques qui seront nécessaires, juste par exemple fabrique de masques. Je rappelle quand même que la France a fermé sa dernière fabrique de masques établie en Bretagne en 2018. Donc je pense qu'une décision aberrante de ce type n'a plus lieu d'être et serait criminelle à l'avenir. Donc je pense qu'on va rapatrier effectivement la production de certains produits stratégiques, pharmaceutiques stratégiques. Ça, c'est une chose, mais c'est uniquement à la marge à cause de l'épidémie. Je souhaite effectivement qu'on rapatrie aussi la production, qu'on localise d'autres productions centrales, enfin stratégiques, y compris en Europe. Mais on voit que les Européens sont toujours prêts à se vendre aux GAFA américains, qui ne sont pas du tout situés en Europe mais aux États-Unis, notamment à travers la biosurveillance, le tracking, le traçage donc, des citoyens. Donc en même temps, on veut rapatrier certaines productions stratégiques de Chine, mais pour mieux se mettre dans les mains d'autres entreprises qui ne sont pas situées en Europe. Donc c'est un tout qui va, pour l'Europe, c'est une prise de conscience énorme qu'au fond, si elle veut continuer à exister et à asseoir son autonomie, disons, stratégique, je dis sur le plan économique, c'est pas seulement quelques produits de base pharmaceutiques qu'elle va devoir se réapproprier, mais tout un ensemble, et naturellement l'ensemble du numérique. C'est pas autrement, comme je dis, sera toujours une emplate sur une jambe de bois. Et ce que je crains, c'est que l'Union européenne ne soit pas encore capable de saisir cette opportunité pour développer des institutions, pour réformer son fonctionnement institutionnel, et ne soit pas non plus capable de saisir cette occasion pour refonder une économie qui lui donnerait une meilleure souveraineté, une meilleure autonomie stratégique. On va se contenter de 2 ou 3 choses symboliques, une fabrique de masques ici, une fabrique de curares là, et c'est tout. Et ça, je le regrette très profondément. Pour moi, il est vital, en tant qu'Européens, que nous nous réapproprions notre destin, à la fois sur le plan politique, à travers les réformes qui s'imposent, et à la fois sur le plan économique, justement, en rapatriant des industries stratégiques. Eh bien, l'avenir nous le dira, Guy Mettan. Je vous remercie. C'est pas en accusant les Chinois de ceci, ou tel et tel, ou Trump de cela, etc., qu'on va résoudre ce problème. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut tout de même... cette vision-là, quoi. Il faut quand même... comment dire vérifier comment cette première pandémie qu'a connue l'humanité a débuté et a progressé pour pouvoir mieux réagir à l'avenir. Donc, oui. Si vous regardez les Chinois ont réagi à la première crise, ils avaient mis 88 jours pour s'apercevoir qu'il y avait une épidémie. Cette fois, ils n'en ont mis que 27. Très bien. Donc, ils font des progrès. Des scientifiques anglo-saxonnes, donc c'est pas moi qui le dis. On voit déjà qu'il y a une meilleure réaction. À part ça, c'est vrai que vous êtes
premier foyer d'épidémie, le temps de repérer, le temps d'identifier, de voir que ce n'est pas une pneumonie atypique, mais un nouveau virus, ça prend quand même toujours un petit peu quelques jours, quelques semaines. Et de ce point de vue-là, il faudra à l'avenir que la Chine fasse encore évidemment beaucoup mieux, puisqu'on voit qu'elle est un foyer potentiel important d'épidémie. Mais on ne peut pas non plus, il ne s'est pas non plus écoulé des mois. Je rappelle que nous, en Europe, on a eu 2 mois pour réagir. Quand l'OMS a été avertie autour du 15-20 janvier, qu'on savait que c'était une épidémie, les Européens savaient que c'était une épidémie grave. Et ils ont été alertés. Ils ont été 2 mois pendant lesquels ils n'ont rien fait. Vous avez tout à fait raison, et ils ont été alertés bien auparavant par Bill Gates et des rapports de la CIA. Mais on va... Les Chinois, vous n'avez pas réagi assez vite parce que vous avez mis 27 jours, vous avez mis 60 jours, et vous n'avez rien fait. Les premières mesures ont été prises le 15 mars, 2 mois après. Donc on voit que le temps de réaction, le délai de réaction, il est lent chez les uns comme chez les autres. Vous avez raison de répartir les responsabilités. Et puis après, allons balayer chez les Chinois. Je vois que vous êtes un véhément défenseur de la Chine. En tout cas, si elle a des progrès à faire, c'est sur le plan de son régime politique. Ah oui, mais je ne défends pas le régime politique, ni même les Chinois, mais j'aimerais qu'on fasse nos débats chez nous, qu'on regarde d'abord devant notre propre porte, avant d'aller voir chez les autres. On s'occupera des autres en temps utile, quand on aura toutes les informations, et là on demandera des comptes, évidemment, aussi aux Chinois. Très bien, commençons en effet, vous avez raison, par balayer devant notre porte. Je vous remercie Guy Mettan pour cette interview, et je vous souhaite donc un bon déconfinement qui pour vous commence dès maintenant et pour nous dans 15 jours. Très bien. Au revoir.